l'ai annoncé au début de cette émission, notre invité, Kodjo Henlin, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin Kosi Bénin. Monsieur Henlin, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. On va évoquer avec vous l'actualité liée à la rentrée scolaire 2024-2025. Et justement, en parlant d'actualité, c'était déjà la rencontre hier entre les partenaires sociaux au menu donc des échanges, doit-on dire. Comment est-ce qu'il faut entamer l'année scolaire 2024-2025? Première remarque que j'ai faite, monsieur le secrétaire général, aux images de contestation et de grand bruit de protestation du passé, on a désormais des séances un peu plus calmes, plus courtes, et très peu d'avis du côté des syndicats. Visiblement, tout roule, tout marche. Merci, monsieur Tanguy, de poser la question. Est-ce que tout roule? Est-ce que tout marche? Je ne crois pas. Ah oui? Puisque hier, nous avons eu l'occasion d'être avec les ministres, oui, la commission de négociation et de concertation entre les confédérations syndicales et le gouvernement s'est réuni hier, oui, pour aborder les préparatifs de la rentrée. En dehors des tâches traditionnelles que les différents ministères sectoriels en charge de l'éducation ont l'habitude d'accomplir pour qu'il y ait une rentrée effective et que les cours puissent démarrer comme cela se doit, il y a quand même un certain nombre de tâches spécifiques face auxquelles nous n'avons pas été totalement d'accord avec le gouvernement. Ah oui. Et même au niveau des tâches traditionnelles, tout n'a pas été accompli comme cela se doit. Parlons des tâches traditionnelles, oui, les affectations personnelles, oui, etc., la mobilisation du personnel, la mise en place de subventions, etc. Sur quel point vous n'aviez pas vraiment été content avec ce qui est fait jusque-là? Nous n'avons pas été contents parce que les enseignants qui sont appelés... Les AME? Bon, pas les AME d'abord, même les agents de l'État qui, oui, devraient connaître des mouvements, des mutations. Les textes prévoient que ces mutations soient publiées au plus tard 1 mois avant la rentrée. Mais ça n'a pas été le cas. Les nominations n'ont pas été aussi publiées à temps. Or, aussi bien les mutations que les nominations appellent le mouvement du personnel. Des gens peuvent être appelés à quitter un département pour un autre. Oui. Je prends par exemple le cas des mutations. Il y a des gens qui, sans le savoir, à 2 semaines de la rentrée, ont été informés, au lieu d'être à Cotonou, qui doivent prendre service à Malanville. Sérieusement? Oui. Bon, ça fait partie de ce que nous appelons nécessité de service. Mais ce n'est pas le premier cas. C'est pas le premier cas. La première fois que ça arrive. Et on connaît un peu les difficultés de notre administration. Très peu, je dois dire, performance sur un certain nombre d'aspects. Donc, on peut se dire que psychologiquement, les enseignants sont bien préparés. Et surtout qu'on sait que les affectations, ça arrive tous les 2 ans. Donc, chaque enseignant, en principe, dans sa tête, devrait savoir qu'à tout moment, il bouge. Oui, il devrait savoir qu'à tout moment, il bouge. Mais à 2 semaines de la rentrée, si l'enseignant a ses propres enfants dans une école privée, peut-être à proximité de sa maison, c'est qu'il les aurait déjà réinscrits. Ils auraient déjà pris des dispositions pour que ces enfants aillent à l'école. Il ne s'est pas préparé à quitter peut-être sa maison, qui est à Calavi, pour aller louer à Malanville ou à Kobli ou à Abomey ou quelque part. Et de façon subite, ça tombe et à quelques jours de la rentrée. Ce n'est pas la mutation qui est en elle-même condamnée. Mais si la loi dit au plus tard, c'est 1 mois avant la rentrée, c'est pour que l'enseignant ait au moins 1 mois pour se préparer, pour se mettre en condition pour rejoindre son nouveau poste. Mais ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, et ça n'a pas été de notre goût. Et ils sont nombreux dans le cas? Ah, ils sont nombreux dans le cas. Ils sont nombreux dans le cas. Et qu'est-ce que le syndicat fait pour les épauler à cette étape-là? Non, à cette étape, nous ne pouvons pas leur demander de ne pas prendre service. Ils vont prendre service. Mais nous demandons à l'administration de ne pas être rigoureuse pour dire on t'a muté, tu n'as pas pris service à bonne date. Parce que l'intéressé peut ne pas avoir les frais de déplacement. Ça peut arriver. Un enseignant, ah oui, bien sûr. Le déplacement à Cotonou-Malanville, ce n'est pas des millions. Ce n'est pas des millions, mais il a des enfants
Et il y a une famille quand même qu'il doit sécuriser sur place avant de partir. Et si les salaires ne sont pas aussi importants, hein, bon, nous savons ce que représentent nos salaires dans le pays. Et donc, en dehors de ces cas de mutation, parlons des tâches spécifiques. Les tâches spécifiques, il est surtout question du recrutement du personnel, qui autrefois, on faisait le point pour savoir le nombre d'enseignants qui manquent, aussi bien à l'enseignement primaire, au secondaire, qu'à l'enseignement supérieur. Et depuis un certain nombre d'années, depuis d'ailleurs l'arrivée du président Talon, en dehors du concours qui a eu lieu en 2016, qui en réalité était la reprise du concours de 2015 annulé, il n'y a pas eu de recrutement d'enseignants agents de l'État. Et tout se passe un peu comme si, lorsqu'on recrute les AME, qui sont surexploités, c'est qu'on a les enseignants qu'il faut dans les classes. Voilà, les bons profils, on sait qu'ils ont un parcours, parfois c'était beaucoup d'expérience, jusqu'à 15 années même, avant d'être AME, donc on ne doute pas de leur performance professionnelle, de leur qualité professionnelle. Oui, ce n'est pas de leur qualité professionnelle ni de leur profil qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Mais il s'agit des conditions dans lesquelles ils sont appelés à exercer le métier. Figurez-vous que moi je suis professeur, je suis enseignant du secondaire. Un AME ayant la même qualification que moi a plus de travail à faire que moi. Et ceci en violation flagrante des tests en vigueur. Nous avons parlé des fameuses 30 heures. Et ça continue toujours? Non, ça a diminué. Il faut reconnaître que ça a baissé, mais ce n'est pas encore ce que les tests pris par le même gouvernement prévoient. Alors, on en est où? Et les tests disent quoi? Les tests disent précisément l'AME, professeur adjoint ou élève professeur adjoint, exécute au maximum 22 heures par semaine. Et l'AME professeur certifié ou élève professeur certifié exécute au maximum 20 heures par semaine. Ce qui n'est pas le cas. Et les tests là, l'arrêté 069 a été pris en 2019. En novembre 2019, par le ministre des enseignements secondaires en exercice. Nous trouvons que ce n'est pas juste. Si le test prévoit que le type doit travailler plus que l'autre, il sait qu'on lui applique le test. Mais lorsqu'il sait qu'on l'utilise de façon abusive, il est frustré. Il n'est pas content en allant accomplir son travail. Vous avez parlé des salaires qui ne sont pas ce qu'ils doivent être au Bénin. Et ça concerne toutes les catégories socio-professionnelles du Bénin. Et puis le métier d'enseignement, c'est quand même un métier noble et surtout de sacerdoce. Bon, je ne sais pas si les AME vont payer leur loyer en disant qu'ils accomplissent un métier de sacerdoce. Alors, moi je dis il faut que le gouvernement revoie sa copie sur la question pour que les AME aient le quota horaire réglementaire. Au-delà de ça, il y a près de 2 ans que le gouvernement a promis, a pris la décision en Conseil des ministres de procéder au reversement, donc au recrutement dans la fonction publique de ses collègues AME qui ont accompli au moins 3 ans d'activité sur le terrain. Ce n'est pas encore là. Vous connaissez les gymnastiques, ce que cela appelle les gymnastiques financières, les gymnastiques économiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut faire tous les calculs, mais me dire que les calculs vont prendre 2 ans parce que le gouvernement nous a servi hier que les calculs sont en cours au niveau du ministère des Finances pour voir, on va faire les calculs pendant 2 ans. Mais en compensation, ils ont quand même eu, en tout cas au début de cette année scolaire, quelques avantages qu'on leur a concédés. La question de congé de maternité pour les femmes, par exemple, et bien d'autres choses qui pourraient les intéresser et qui pourraient les soulager aussi, en tout cas moralement. Nous sommes d'accord que le gouvernement a fait des efforts. Sur le terrain, je ne conteste pas du tout les efforts fournis par le gouvernement. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Et les efforts qui sont faits, nous les évaluons par rapport à quel référentiel? L'unique référentiel que nous avons dans notre pays, vous travaillez pour l'État, soit vous êtes agent contractuel de l'État, soit vous êtes fonctionnaire de l'État. Et dès que vous êtes agent contractuel de l'État, tout ce qu'on pourrait appeler avantage pour soulager les AME, ça devient naturel. C'est pourquoi nous, on ne consacre pas trop de temps sur ces dits avantages
parce que l'essentiel pour nous est que ces collègues AME deviennent agents de l'État. Et on ne parlera plus de ces détails. Au-delà de la situation des collègues AME, qui est vraiment difficile, hein, parce qu'il y en a qui ont été déployés, qui ont fait 1 an de travail. L'année suivante, ils n'ont pas été déployés. On ne leur a pas dit ce qu'on leur a reproché. Ils sont toujours dans la base de données, mais ils sont là, ils ne sont pas déployés. Ceux-là aussi sont là, ils se plaignent. Ils se plaignent parce que, bon, ils ont appris un métier, ils ont pris part à un test, ils sont déclarés admis, ils sont dans la base, mais ils sont à la maison au chômage. Ceux-là aussi méritent qu'on puisse s'attarder un peu sur la situation. Et si le quota horaire revenait à la normale, au quota réglementaire, c'est que tout cela pourrait être pris. Et nous, on demande au gouvernement de revoir les copies pour que le quota horaire soit revu afin que cela soit aussi pris. Et au-delà des collègues AME, le temps de faire avancer la discussion. Oui. Il y a un sujet aussi que nous avons évoqué et que la COSI Bénin ne compte pas lâcher. C'est la gestion qui est faite des contractuels des promotions 2014 et 2016. Aucun test dans notre pays n'a dit de recruter quelqu'un pour un emploi permanent et de lui signer un contrat à durée déterminée. Le décret portant régime d'emploi des agents contractuels de l'État a été précis en ses articles 3 Mais et ça, c'est un 4. souci ponctuel qui concerne juste une catégorie. Cela ne devrait pas emballer toute l'école. Non, mais et si nous regardons, je crois à la promotion 2016, il doit être plus de 3000 au secondaire. Alors qu'au secondaire, le total du personnel agent de l'État, aujourd'hui, n'atteint pas 15 000. Y compris les conducteurs de véhicules administratifs, les secrétaires, tout le monde, ça n'atteint pas 15 000. Le total des agents de l'État. Mais plus de 3 000 en situation de classe se retrouvent dans une situation qui les fâche tous les matins. Parce que nous avons passé 4 années que nous n'avons pas comptabilisées pour notre carrière. Et ceci en violation des tests. Si ce n'était pas en violation des tests, on peut subir et dire c'est ce que les tests de mon pays ont prévu. Mais lorsque c'est en violation des tests, c'est comme si le ministre qui est là ou ses collaborateurs nous en veulent. Ils veulent nous nuire, ils veulent nous détruire. Ils n'ont aucun intérêt à faire cela. Ils ne vous connaissent pas personnellement. Et puisque vous êtes 3000, je ne sais pas quel visage ils mettent sur 3000 pour malheureusement, c'est ça la situation où les gens se fâchent. Et la COSI Bénin récemment a écrit aux différents ministres pour dire ça là, c'est de la violation des tests. Et pourquoi ça ne bouge pas? Parce qu'on a eu quand même des gens qui sont passés par ici sur ce plateau pour en parler, mais j'ai l'impression que c'est un statu quo, malgré peut-être les actions menées dans ce sens-là. Vous avez compris pourquoi est-ce que ça bloque au niveau de l'administration? Non, je pense que il serait bon que Canal 3 cherche à inviter vous êtes un leader responsable les autorités de la fonction publique pour répondre à ces préoccupations. Si c'est possible, même qu'on puisse se voir en débat contradictoire sur le sujet et qu'ils sortent les tests qui leur ont permis de faire ce qu'ils ont fait. On fera la démarche en question. Parlons du sujet des moyens. On a entendu le ministre d'État ce matin à Tumaté dans le bulletin d'information des Grid annoncer quand même que les subventions sont disponibles. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Et ils nous ont annoncé hier que 25% des subventions sont déjà rendues disponibles au niveau des écoles pour leur permettre... Ça devrait régler pas mal de problèmes, notamment du début d'année scolaire. Bien sûr, ça va permettre au moins d'acquérir les fournitures pour que les enseignants puissent effectivement aller en classe et commencer par travailler. Alors, cet effort, nous le saluons de la part du gouvernement. C'est pas que nous disons que rien n'est fait. C'est parce que quelque chose est fait, mais ce n'est pas fait comme cela devait être fait que nous ne sommes pas d'accord. Parlons de l'année scolaire elle-même. Les enseignants sont-ils aujourd'hui moralement et psychologiquement bien armés pour subir les 9 mois? Je peux dire qu'il n'y a pas de problème majeur qui pourrait empêcher les enseignants d'effectuer la rentrée. Et s'il devait avoir un problème aussi, il y a problème, c'est que ça pourrait être un problème mineur, parce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte où les enseignants ont des difficultés à scolariser, à acheter des fournitures, des livres à leurs propres enfants,
parce qu'ils ont été habitués pendant quelques décennies à recevoir leur prime de rentrée à la veille de la rentrée, et ceci pour effectuer la rentrée à leurs enfants. Et ce que le gouvernement, depuis 1 an, a remis en cause pour mensualiser ces primes, qui ne représentent en réalité pas grand-chose sur les salaires. Parce que c'est une prime de l'ordre de la centaine de mille. Donc, divisé par 12 ne représente pas grand-chose, alors que payer à la veille de la rentrée permettait aux enseignants d'acheter les fournitures à leurs enfants, d'acheter tous les livres qu'il fallait pour que leurs enfants puissent effectuer la rentrée comme cela se doit. Et bon, sur ça là aussi, nous avons demandé au gouvernement de faire l'effort de revoir sa copie pour permettre que la philosophie qui a sous-tendu la création de ces primes puisse demeurer. Parce que c'était, il faut le rappeler, sous le régime du président Kérékou, après son retour en 1996, que le ministre Djidjoro Badonou, de regretter mémoire, a institué cette prime de rentrée pour permettre aux enseignants. Parce que, humainement, il est difficile de dire à quelqu'un qui n'a pas pu acheter les livres à ses enfants, d'encadrer les autres enfants qui ont les livres. Pourquoi? Ils sont humains. En classe. Ils sont humains. Il est enseignant, il n'est pas père de famille. Ils sont humains, ils ont un cœur de père de famille. Donc, le gars peut faire les efforts, mais il peut arriver qu'ils se disent, mes enfants sont dans quelles conditions dans leur classe là-bas. Voilà que moi, je n'ai pas pu acheter les livres, qui sont si importants pour la formation des élèves. Donc, nous estimons, c'est la même dépense que le gouvernement effectue. Hein. Ce n'est pas que le coût a changé. Mais nous demandons simplement, au lieu de nous donner la dizaine de mille par mois, de nous mettre ça ensemble, comme ça a toujours été fait depuis des décennies. À la veille de la rentrée, nous prenons, et ça permet à chacun de s'organiser pour effectuer une bonne rentrée pour lui-même et pour ses enfants. Allez, un mot pour finir rapidement cet échange. Donc, je pense que si je dois dire quelque chose pour finir, c'est d'exhorter mes collègues enseignants au travail bien fait, parce que leur métier, notre métier, ne paye pas toujours à la hauteur des attentes, mais contribue fortement à préparer l'avenir du pays, qui en réalité est notre avenir commun. Si le pays bascule, parce qu'il y a suffisamment de délinquants, il y a suffisamment d'élèves mal formés et mal conscientisés, c'est qu'il basculera aussi bien pour les non-enseignants que pour les enseignants. Et donc, j'invite mes collègues à accomplir leur mission avec conscience professionnelle et avec don de soi pour que demain, notre avenir commun puisse être meilleur dans le pays. Kwadjo Rani, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. C'est moi qui vous remercie, M. Agoy. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la COSI Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Vous étiez témoin des échanges entre les syndicats et le gouvernement hier. On en parlait tout à l'heure même sur Actu Matin. Bonne journée. Merci. Pareil à vous. Mesdames et messieurs, de la suite d'Actu Matin, la rubrique économie, puis après le débat, on verra bien ce que ça va donner tout de suite. Mais je vous propose pour l'instant, en tout cas, de faire une rapide et courte pause, le temps d'entrer en connexion justement avec Jacques Débé qui va nous parler un peu de cette enquête réalisée par la Banque mondiale qui prévient les pays qui ont un projet de quitter la CEDEAO dans l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Quelles pourraient en être les conséquences à la fois sur l'organisation mais aussi pour les économies de ces trois pays? Une enquête a établi les rapports et notre économiste pourrait nous en dire un peu plus. On va faire la pause rapidement, le temps de revenir par ici pour nous entretenir avec Jacques Débé.